peur cosmique. Des amas de matière grands comme des villes percutent les planètes, laissant de véritables mystères dans leur sillage. Tout ce que nous voyons dans le système solaire a été témoin de ce qui s'y est passé. Il faut juste faire parler ces témoins. Si nous n'y parvenons pas, nous pourrions bien être les prochaines victimes d'une collision dans notre système solaire. Notre système solaire ne se limite pas à 8 planètes et plus de 170 lunes tournant autour du Soleil. Dans l'immensité qui entoure ces corps géants se cachent aussi des corps plus petits. Petit étant relatif. Les astéroïdes et les comètes qui partagent notre environnement percutent les planètes du système solaire depuis sa formation. Les astronomes ont dressé des cartes des planètes et précisément étudié les relevés. Où que l'on regarde dans le système solaire, on trouve des traces d'impact. Une conclusion s'impose. Le ciel que nous contemplons et qui nous paraît si tranquille est en fait tout le contraire. Notre système solaire est un endroit dangereux. À titre d'exemple, notre compagnon céleste le plus proche est une scène de crime qui porte encore les traces des violents impacts du passé. Quand nous regardons la Lune dans le ciel nocturne, nous voyons une présence rassurante. Elle éclaire nos nuits, commande les marées de nos océans et ses phases structurent nos journées. Mais ces cratères sont tout sauf rassurants. Comme les cicatrices sur le visage d'un boxeur, ils racontent une histoire longue et violente, celle des batailles épiques qui se sont déroulées dans notre environnement. La Lune est comme un vieux livre dans lequel nous pouvons lire l'histoire du système solaire. La première leçon de ce manuel d'histoire commence il y a 4,5 milliards d'années avec sa naissance apocalyptique. La Lune est le résultat d'une terrible collision qui a frappé la Terre. Un planétoïde de la taille de Mars a touché la Terre primitive encore en fusion. Lorsque les deux énormes corps célestes ont entamé leur danse d'approche, le planétoïde formait un angle de 45 degrés par rapport à la Terre et se déplaçait à près de 10 km par seconde. La collision s'est donc produite à une vitesse relativement faible. Néanmoins, l'énergie dégagée fut énorme. Elle a littéralement pulvérisé le planétoïde et éjecté un morceau géant du manteau terrestre, juste à côté de la Terre. Le temps et la pesanteur ont façonné notre Lune. Généralement accepté aujourd'hui, ce scénario violent de la naissance de la Lune a été proposé pour la première fois en 1975 par William Hartmann et Donald Davis. Quels indices ont bien pu les mener à la reconstitution exacte d'une collision aussi ancienne? Ils ont d'abord essayé de comprendre de quoi était composée la Lune. Les études des années 50 et 60 révélaient une densité légèrement moindre que celle de la Terre. La Lune ne semblait pas contenir de noyaux ferreux comme la Terre, dont la densité est plutôt élevée. Elle se situe à 5 grammes par centimètre cube. La roche a une densité de 3 grammes par centimètre cube. Nous savions donc que la densité élevée de la Terre est due à l'alliage de métals lourds et de roches plus légères. La densité de la Lune n'était que de 3 grammes par centimètre cube. On avait donc affaire à un objet rocheux. Mais si la densité de la Lune diffère de celle de la Terre, elle partage en revanche sa composition chimique. En particulier, les variations isotopiques trouvées sur la Lune sont identiques à celles qui existent sur Terre. Chaque élément du système solaire a une composition isotopique propre. Dans le cas de la Lune, le rapport isotopique de l'oxygène est exactement le même que sur Terre, ce qui correspond magnifiquement à l'idée que le matériau lunaire est à l'origine un morceau de matériau terrestre. Donc, la Lune a une composition similaire, mais une densité différente. William Hartmann et Donald Davis ont suggéré que ces résultats provenaient d'une collision entre la Terre et un impacteur, ce qui avait donné naissance à une Lune composée en partie de morceaux du manteau terrestre. Si un objet suffisamment grand percute la Terre, il peut faire sauter un morceau important de la croûte et de la roche qui compose le manteau. Vous avez le beau petit noyau ferreux au centre et la partie rocheuse autour. Un choc fait voler la roche en éclats. Il en résulte un grand nuage de débris autour de la Terre qui s'agglomère pour former une Lune qui ressemble à celle qui existe aujourd'hui. Cette théorie intéressante devait être confirmée par modélisation informatique.
Quand on essaie de décrire comment s'est formée la Lune, on part avec l'idée que la Lune est le résultat d'une importante collision avec la Terre primitive. Ensuite, nous effectuons une modélisation, comme ici des simulations informatiques qui décrivent ce qui se passe lors de telles collisions. Les facteurs limitants pour le modèle sont la rotation actuelle de la Terre et la taille de la Lune. Nous devons arriver à une rotation de la Terre après l'impact, qui nous donne nos journées de 24 heures. Si l'on complète le modèle avec les données disponibles, on observe alors une Terre très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Elle tournait sur elle-même en 4 heures et dans le sens inverse quand elle a été percutée dans une explosion de lumière par un impacteur relativement lent de la taille de Mars. Au moment de l'impact, l'angle, la taille et la vitesse de l'impacteur ont contribué à redéfinir la rotation de la Terre. Cette collision à faible vitesse a été une chance pour la Terre. Si l'impacteur arrive trop vite, ça peut faire voler en éclats une planète. Dans ce cas, la Terre et l'impacteur ont explosé et le noyau ferreux de l'impacteur est retombé sur Terre. Le noyau ferreux de l'impacteur a fusionné avec celui de la Terre, ce qui a augmenté la masse du noyau terrestre. Ce processus de réassemblage a engendré une Terre infernale. La température de la Terre est montée à plus de 5000 degrés Celsius, voire 11 000 degrés à l'intérieur. L'impact a chargé l'atmosphère terrestre d'épaisses particules de silicate issues de la roche vaporisée. Après environ 1 millier d'années, cette atmosphère de silicate a commencé à se refroidir et à se condenser. Malgré ses débuts cataclysmiques, la relation Terre-Lune est faite de stabilité. L'orbite et la gravitation lunaire limitent les variations d'inclinaison de la Terre à 1 degré. Sans la Lune, nos modélisations prédisent une inclinaison pouvant varier de 0 jusqu'à 60 degrés. Par moment, on aurait le pôle Nord quasiment face au Soleil. En cas de non-impact, la vie aurait tout de même pu exister, mais dans des conditions certainement beaucoup plus difficiles. Donc, malgré son caractère destructeur et spectaculaire, l'impact qui a formé la Lune a en même temps sauvé la Terre. Les collisions dans notre système solaire détruisent les mondes tout en les façonnant. Pourquoi voulons-nous comprendre les impacts? Il se trouve qu'ils expliquent beaucoup de choses sur qui nous sommes et à quoi ressemble notre système solaire. Je crois qu'il s'agit vraiment d'une question importante pour l'univers. Les preuves rapportées par les missions d'alunissage Apollo ont également aidé à résoudre une autre controverse au sujet de la Lune. D'où provient l'aspect de gruyère de sa surface? Ce paysage lunaire est-il le reste d'un passé volcanique ou bien une preuve supplémentaire de violents impacts au sein de notre système solaire? Depuis le milieu des années 70, les scientifiques proposent l'hypothèse selon laquelle la Lune est le produit d'une collision cosmique avec la Terre. Mais cette surface familière peut-elle être une preuve supplémentaire que des éléments de notre système solaire sont percutés par des objets célestes? Jusque dans les années 60, la plupart des scientifiques pensaient que les cratères qui couvrent la surface de la Lune étaient les cônes d'anciens volcans éteints. Je suis entré à l'université en 1961. On publiait encore des livres de scientifiques honnêtes, réputés, qui défendaient la thèse de l'origine volcanique des cratères lunaires. L'astrologue Gene Shoemaker était convaincu que la Lune avait été victime de millions d'impacts de météorites. Il avait fondé sa théorie sur ses études des cratères d'impact terrestre, qui sont difficiles à reconnaître et rares. Pourquoi donc y a-t-il tant de cratères d'impact sur la Lune et si peu sur Terre? Sur Terre, les cratères sont souvent estompés à cause de l'atmosphère, de la tectonique des plaques, de ce qui se passe ici sur Terre. Les travaux de Gene Shoemaker ont établi que les cratères d'impact ont des caractéristiques particulières que l'on peut reproduire en tirant une balle dans du sable. On trouve d'abord un contour en forme de bol et également ce qu'on appelle l'éjecta. Au moment de l'impact, la météorite projette un panache de débris qui forme une couronne autour du cratère. Gene Shoemaker a répertorié l'anatomie des cratères d'impact en étudiant ceux laissés par les essais nucléaires sur le site de Yucca Flat dans le Nevada. À la suite de ces travaux, on a découvert de plus en plus de cratères d'impact sur Terre.
Fort de ses connaissances, Gene Shoemaker a voulu profiter des missions d'alunissage Apollo pour prouver que la Lune est recouverte de cratères d'impact. Il a formé les astronautes au prélèvement d'échantillons afin de mettre sa théorie à l'épreuve. Il les a emmenés se promener, une pioche à la main, pour bien leur faire comprendre la géologie de la Terre, afin qu'une fois sur la Lune, ils soient capables de penser en géologues. Formés par Gene Shoemaker, les astronautes de la mission Apollo ont rapporté la preuve qui manquait aux scientifiques. Les cratères lunaires étaient des cratères d'impact et non des volcans éteints. La Lune est un témoin. Les astronautes de l'ère Apollo ont rapporté des échantillons de roches lunaires qui semblaient tous avoir le même âge. Cela a été révélateur. Les échantillons prélevés sur les cratères lunaires au cours des missions de la NASA pendant les années 60 et 70 faisaient remonter l'apparition de ces cratères à une période spécifique très ancienne. Les échantillons de la NASA dataient les impacts entre 3,8 et 4,1 milliards d'années auparavant. Certains savants pensaient qu'il avait dû se produire une autre pluie d'impact après la formation du système solaire. Cette période d'impact d'astéroïdes dans le système solaire interne est connue sous le nom de grand bombardement tardif. Les planètes ont passé un sale quart d'heure. La Terre, la Lune, toutes les planètes étaient martelées par des objets cosmiques. Selon certains scientifiques, le ciel a libéré une attaque d'astéroïdes et de météorites pendant cette période. Pendant environ 300 millions d'années, d'immenses corps célestes ont dérivé dans le système solaire, tournant autour du Soleil et croisant l'orbite des planètes du système interne. Il y avait tout un tas de balles cosmiques qui fusaient, dans tous les sens. Qu'est-ce qui a causé ce bombardement ? Il y a eu une forte augmentation des impacts, qui a peut-être été déclenchée par les mouvements des planètes du système externe, c'est-à-dire une source externe qui envoie un tir de barrage de comètes et d'astéroïdes vers le système solaire interne. Certains scientifiques pensent qu'il a pu se produire un effet domino après une modification des orbites de Jupiter et de Saturne, ayant entraîné d'énormes perturbations pour les planètes. Des changements gravitationnels ont eu des répercussions sur l'orbite de l'anneau de débris, qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, découverte entre les systèmes solaires internes et externes. Les débris ont commencé à croiser les orbites de Mercure, Vénus, la Terre, Mars et leur Lune. Cet événement s'est produit près d'1 milliard d'années après la formation du système solaire, à la fin de son adolescence en quelque sorte. Les planètes et la Lune balayaient tous les débris laissés par la formation du système solaire. Heureusement pour nous, les collisions cosmiques au rythme du grand bombardement tardif ont disparu pour de bon de notre système solaire. Chaque fois qu'un de ces objets percute une planète, ça en fait un de moins à dériver dans le système solaire. Donc on peut se dire que les planètes ayant bougé et balayé beaucoup de ces objets pendant des milliards et des milliards d'années, il y en aura de moins en moins autour de nous. Nous sommes arrivés à un moment de l'histoire du système solaire où ces objets célestes sont relativement peu nombreux et nous pouvons donc espérer connaître une assez longue période sans se faire percuter par l'un d'eux. Mais nous ne pouvons pas cesser d'observer le ciel car de temps à autre, une planète de notre système solaire est victime d'un violent impact. En 1994, une énorme boule de neige a foncé droit sur une boule de gaz géante et transformé la Terre en témoin oculaire stupéfait. Les échantillons rocheux rapportés par les missions lunaires Apollo ont convaincu la plupart des scientifiques de la violence de ce qu'on appelle le grand bombardement tardif qui a assailli notre système solaire il y a 4 milliards d'années. Mais dans les années 90, beaucoup continuaient de croire que la probabilité d'un nouvel impact avec un gros objet céleste était quasiment nulle. L'astrogéologue Gene Shoemaker a donc entrepris de démontrer que les collisions avec de grands objets dans notre système solaire n'appartiennent pas entièrement au passé. Cela rappelait la fable de Chicken Little. L'idée était farfelue. C'était un sujet de film de science-fiction, mais c'était un peu difficile à envisager sérieusement. On n'a jamais entendu parler d'une personne qui serait morte frappée par un astéroïde. Mais Gene Shoemaker était de ceux qui ont pris au sérieux la possibilité d'être tué par un impact d'astéroïde. Il espérait que l'opinion publique reconnaîtrait la nécessité de poursuivre les recherches sur de futurs invités indésirables sur Terre. Mais d'autres pensaient différemment.
Miraculeusement, en 1993, le ciel lui a fourni toutes les preuves dont il avait besoin. Dans la nuit du 24 mars 1993, Gene Shoemaker, sa femme Caroline et l'astronome amateur David Levy observaient le ciel à l'observatoire du Mont Palomar en Californie. Le ciel était nuageux, les conditions n'étaient donc pas optimales pour scruter l'univers. Ils étaient sur le point de renoncer. Je regardais le ciel et j'ai remarqué quelques trouées dans les nuages. Alors je me suis dit que si le ciel s'éclaircissait, on devrait peut-être continuer notre observation. Je gardais l'espoir qu'on pourrait voir quelque chose. David était toujours très enthousiaste. Il repoussait les limites quand il s'agissait de filmer nos observations. Gene Shoemaker, en revanche, était réticent. La pellicule coûtait cher et la nuit n'était pas prometteuse. Mais David Levy n'a pas baissé les bras et c'est lui qui l'a emporté. Ils ont enregistré 4 bobines de film cette nuit-là. En les visionnant, Caroline Shoemaker a tout de suite su qu'elle avait quelque chose d'inhabituel. Elle a bondi de sa chaise en disant « David, Gene, je ne sais pas ce que j'ai là, mais ça ressemble à une comète aplatie. » Aucun de nous ne savait exactement de quoi il s'agissait. Nous n'avions jamais rien vu de tel. Afin de confirmer leur découverte, David Levy a immédiatement appelé son ami James Scotty à l'observatoire de Kitt Peak en Arizona. James Scotty était dubitatif, mais il a accepté de jeter un œil. Je l'ai rappelé 2 heures plus tard. Je lui ai demandé « Ça va ?» Il m'a répondu « Le bruit que tu entends, c'est ma mâchoire qui traîne par terre. » Je lui ai demandé si on avait une comète. Il m'a dit « Oh oui, vous avez une comète. » Une comète est un corps composé de glace, parfois avec un noyau rocheux et qui tourne autour du Soleil. Aujourd'hui, nous disons astéroïde pour désigner un objet rocheux, tandis que comète désigne un objet de glace. Mais avec ces définitions, nous commençons à nous rendre compte que nombre d'objets de la ceinture d'astéroïdes sont en réalité constitués de glace. Cela dépend de l'endroit où ils se sont formés. Soit ils contiennent de l'eau gelée parce qu'ils étaient loin du Soleil, soit ils se sont formés près du Soleil, auquel cas ils sont à peu près dépourvus d'eau. Il peut être difficile de prévoir le passage d'une comète, car leur orbite peut être extrêmement longue, jusqu'à 1 million d'années pour faire le tour du Soleil. Le calcul de l'orbite de la comète Shoemaker-Levy 9, comme on l'a appelée, a révélé qu'elle était passée à proximité de Jupiter en juillet 1992 et que la force gravitationnelle de la planète l'avait brisée en 21 fragments. Les comètes peuvent être très fragiles. Donc on voit un fragment ici, un autre là, mais jamais aligné comme dans notre cas. C'était vraiment une découverte très excitante. On voyait une enfilade de perles. Des perles très dangereuses, dont les calculs ont montré qu'elles étaient en route de collision avec Jupiter. Ça a été une nouvelle fantastique pour Gene, qui avait toujours voulu voir un impact. Mais les réactions dans la communauté scientifique ont été franchement mitigées. Je me souviens du jour où on a annoncé que la comète Shoemaker-Levy 9 allait entrer en collision avec Jupiter. Un étudiant est entré dans mon bureau en disant « Vous avez entendu? Une comète va percuter Jupiter !» Alors je lui ai répondu que Jupiter était très grande et les comètes très petites, et qu'il n'allait pas se passer grand-chose. C'était en effet la question. Quel type d'impact une grosse boule de neige pouvait-elle provoquer sur une boule de gaz géante? Pour Gene Shoemaker, la vitesse inouïe de la comète allait créer une collision spectaculaire avec Jupiter. Mais là encore, personne ne l'a cru. On ne savait pas grand-chose sur la composition des comètes ou leur résistance. On espérait un beau spectacle. Personne ne pensait que le résultat serait aussi impressionnant. Gene Shoemaker avait raison. Du 16 au 22 juillet 1994, le monde a regardé l'un après l'autre les fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 percuter de façon spectaculaire les nuages de Jupiter. Les fragments étaient alignés comme les wagons d'un train de marchandises, et ils ont percuté la planète. Des panaches sont montés à plus de 3000 km au-dessus des nuages de Jupiter. On aurait pu faire tenir la Terre dans un des nuages noirs soulevés par les impacts de ces fragments. C'était très impressionnant. Impressionnant, le mot est faible.
Un fragment de 3 km de long, le fragment G, a frappé la planète avec une énergie équivalente à 6 millions de milliards de tonnes de TNT, soit 600 fois la puissance de l'arsenal nucléaire et conventionnel mondial. C'est inouï. Regardez, incroyable. C'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Notre compréhension du système solaire évoluait à pas de géant au moment même où on le regardait. C'est comme ça qu'on fait de la science. La preuve était faite que les impacts n'étaient pas seulement possibles, mais inévitables et très dangereux. Selon certains, si un morceau de comète de la taille du fragment G entrait en collision avec la Terre, cela pourrait faire disparaître la majorité des formes de vie sur la planète. Savoir que les collisions dangereuses sont encore possibles dans notre système solaire n'est qu'une partie de l'héritage de Gene Shoemaker. En 1997, il est mort dans un accident de voiture alors qu'il étudiait des cratères d'impact à Alice Springs, en Australie. Je me souviens d'un dîner où un convive a demandé à un autre qui était le plus grand planétologue et le plus grand géologue du XXe siècle. Sans hésiter, il a répondu Gene Shoemaker. Gene Shoemaker a permis au monde de comprendre que les impacts dans notre système solaire sont toujours des désastres en attente de réalisation. Mais ces collisions violentes ont-elles aussi contribué à façonner les planètes environnantes, à modifier leur composition ou même leur positionnement? Par exemple, pourquoi Mars a-t-elle deux faces distinctes? Et pourquoi Uranus repose-t-elle sur son flanc? Un morceau de débris du système solaire, 10 fois plus petit que notre Lune, est lancé à travers l'espace. Les roches et les débris qui se trouvent sur son chemin sont anéantis, mais laissent des traces à sa surface. Il est en route de collision avec Mars. L'impacteur et Mars sont sur le point de tester la capacité de deux objets à occuper le même espace au même moment. Le planétoïde percute Mars dans une collision cataclysmique, projetant poussière et débris. Il ne s'agit que d'une nouvelle journée éprouvante dans la vie du système solaire interne il y a 4 milliards d'années. La trace du plus grand impact jamais subi par notre système solaire n'était pas visible jusqu'à tout récemment. Le mystère a commencé en juin 1976 alors que la sonde Viking 1 arrivait au terme d'un voyage vers Mars qui avait duré 10 mois. Elle s'est mise en orbite autour de la planète rouge et a commencé à envoyer des photos à la Terre. La sonde et sa compagne Viking 2 ont effectué plus de 2100 voyages autour de la planète et envoyé des photos des canyons, cratères, volcans et plaines de lave de Mars. Les photos ont également révélé une curieuse division de la surface de la planète. Mars a ce que nous appelons une dichotomie hémisphérique, où la moitié nord de la planète a une surface très lisse et une faible altitude, tandis que la moitié sud a une surface beaucoup plus irrégulière et une altitude élevée. Nous connaissons l'existence de cette dichotomie depuis une trentaine d'années. Le mystère demeure quant à sa formation. Dans les années 80, l'astronome Stephen Squires et le géologue Don Willems ont proposé une théorie radicale. Ce qu'on appelle la théorie de l'impact géant repose sur l'idée que la faible altitude observée au nord de Mars est en fait le plus grand cratère d'impact du système solaire. Grand comme l'Asie, l'Europe et l'Australie réunies, il recouvre 40% de la surface de Mars. Mais la théorie a rencontré des problèmes. Les scientifiques qui étudiaient les contours du cratère ont relevé une forme de haricot plutôt que l'ellipse que l'on s'attend à trouver avec ce type d'impact. Une équipe de scientifiques, dont font partie Jeffrey Andrews Hanna et Bruce Banerdt, ont récemment entrepris de mettre au point une image plus nette de ce cratère d'impact. À l'aide de relevés topographiques et gravitationnels, ils ont pu voir sous les flots de lave qui inondent le dôme de Tharsis, où se trouvent les plus grands volcans du système solaire. En retirant les effets de l'activité volcanique, ils ont pu distinguer la forme réelle du cratère. Il nous a donc été donné de voir ce qui était là depuis sans doute 4 milliards d'années. Et nous avons découvert que le contour de la zone n'était pas du tout en forme de haricot comme on le pensait, mais dessinait en réalité une ellipse régulière. Il s'agit d'une observation très importante, car le seul et unique processus que nous connaissons qui soit capable d'engendrer une énorme dépression elliptique comme celle-ci, c'est un impact géant.
Les plus grands bassins d'impact présents dans le système solaire ont tous cette forme elliptique. Les simulations indiquent que l'impacteur devait mesurer 1900 km de diamètre, soit à peu près la taille de Pluton, se déplacer à plus de 30 000 km/h et qu'il a dû frapper Mars à un angle de 45 degrés. L'impact a dégagé une énergie énorme. Il n'est pas étonnant que les estimations datent l'impact sur Mars à l'époque tardive de la formation de notre système solaire, il y a 4 milliards d'années. Il s'agit d'un des deux impacts géants qui marquent encore des planètes de notre système solaire. On peut déceler les traces de l'autre impact dans la position couchée d'Uranus. Située au bout du système solaire, Uranus est plutôt terne. Elle possède des anneaux, mais bien moins spectaculaires que ceux de Saturne. Uranus est une géante de glace, mais elle est ridicule à côté de ses voisines Jupiter et Saturne, qui sont des géantes gazeuses. Comme la Terre, Uranus a un noyau solide, mais la similitude s'arrête là. On ne pourrait pas poser de vaisseau à sa surface. Son atmosphère est extrêmement dense, à tel point qu'on dirait du pudding. Ce pudding repose sur un lit de glace qui compose le manteau de la géante. Mais la caractéristique spectaculaire qui différencie Uranus des autres planètes, c'est qu'elle est complètement de travers. Pendant des années, son alignement étrange a intrigué les astronomes. C'est un astronome soviétique, Viktor Safronov, qui le premier a proposé dans les années 60 la théorie selon laquelle Uranus avait dû être percuté par un objet peut-être aussi grand que la Terre. Toutes les planètes ont un axe de rotation avec le pôle nord et le pôle sud aux deux extrémités. La Terre est inclinée de 23,5 degrés, Mars de 25 degrés, Jupiter a une inclinaison quasi nulle. Mais Uranus est très étrange parce qu'elle penche de plus de 90 degrés. Viktor Safronov a suggéré que ceci pouvait être le résultat d'un impact avec un objet qui, si je me souviens bien, devait représenter 3% de la masse d'Uranus. Donc imaginez une planète ronde qui tourne sur elle-même, qui se fait percuter sur sa tangente juste au sommet. Le choc la renverse, les débris se dispersent et vous avez désormais une planète qui tourne sur elle-même couchée sur le côté. Les impacts ne se contentent pas de renverser les planètes comme Uranus ou de modifier complètement leur surface comme sur Mars. Il arrive aussi que les objets célestes percutent les planètes avec une telle force que des fragments de la planète percutée vont retomber sur d'autres planètes. Nous savons que des météorites atterrissent parfois dans des champs, des déserts ou n'importe où. Et parfois, ces météorites sont des morceaux arrachés à une planète qui nous renseignent sur un autre monde. Notre système solaire n'est pas un lieu bien ordonné. De nombreux débris n'ont pas fusionné avec une planète. Ces objets flottent dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter comme autant de laissés pour compte qui cherchent la bagarre. Les collisions engendrent des collisions lorsqu'un impact déplace des morceaux de planètes qui finissent eux-mêmes par s'écraser sur une planète. Ces objets sont la preuve tangible qu'il existe des impacts dans notre propre système solaire. Par une réaction en chaîne, ces impacts qui se sont produits il y a plusieurs milliards d'années à des millions de kilomètres peuvent faire atterrir chez nous ces visiteurs du lointain qui nous renseignent alors sur le système solaire. Ils traversent l'atmosphère à une vitesse phénoménale, ce qui génère de la chaleur et une pression élevée. Ils prennent feu et bien souvent ces fragments explosent dans l'atmosphère avant de tomber en pluie de poussière sur la planète. Chaque enfant qui a vu une étoile filante dans le ciel a vu un impact d'origine extraterrestre. Nous sommes nombreux à avoir vu des collisions cosmiques. Simplement, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Les météores qui se consument dans l'atmosphère sont un phénomène courant, et il arrive qu'une partie du météore survive et entre en contact avec la Terre. Son statut de survivant lui vaut un nouveau nom, celui de météorite. À partir de ce moment, sa tête est mise à prix. Une catégorie d'individus peu nombreux, les chasseurs de météorites, se spécialisent dans la traque de ces précieux rochers qui ont voyagé à travers notre système solaire et se lancent dans une poursuite qui relève à la fois de la science, du commerce et d'un loisir qui a viré à l'obsession. Geoffrey Dodkins et Steve Arnold comptent parmi les chasseurs de météorites les plus prolifiques et déterminés. Parfois, nous allons dans des coins complètement perdus, où une personne saine d'esprit n'irait jamais mettre les pieds, uniquement dans l'espoir de trouver des petits bouts de débris cosmiques. Pourquoi?
Les météorites sont incroyables. Elles représentent une chance de pouvoir tenir un peu d'un monde extraterrestre dans sa main. Ce sont aussi de véritables trésors. Ces morceaux d'autres planètes qui atterrissent chez nous sont classés en fonction de leur valeur. Il n'est donc pas étonnant que les météorites les plus rares aient le plus de valeur. Des morceaux de la planète Mars ont été projetés dans l'espace par des impacts de météorites à la surface de Mars. Sur les milliers de météorites qui ont été découvertes sur Terre, une trentaine seulement provient de Mars. C'est un des matériaux extraterrestres les plus rares qu'on ait pu récupérer. La valeur au gramme des météorites martiennes est 35 fois supérieure à celle de l'or. Ce petit morceau pèse environ 15 grammes. Et c'est un morceau de Mars. Une évaluation, à minima, estime sa valeur à 15 000 $. Toutes les autres météorites présentes dans cette salle réunie valent moins que ce spécimen. Mais c'est vrai pour beaucoup de météorites. Elles peuvent nous transmettre des informations sur la composition d'une planète voisine. La distance et le coût élevé ne nous ont pas permis d'aller sur Mars pour y prélever un échantillon. Mais l'univers nous en livre certains, rarement et gratuitement grâce à d'anciens impacts. Les météorites vont parfois au-delà de la transmission d'informations sur d'autres planètes. Elles ont souvent servi de tremplin à d'importantes avancées technologiques dans le programme spatial. Les météorites ont été étudiées dans les premiers temps de la conception des navettes spatiales. Elles ont une forme optimale pour voyager dans l'atmosphère. Au fur et à mesure de son avancée dans l'atmosphère terrestre, cette phase de la météorite reste orientée vers la Terre, d'où le terme orientation. Donc, au cours de son trajet dans cette position fixe, la surface a fondu et s'est courbée vers l'arrière pour prendre cette jolie forme de bouclier. Derrière le bouclier, le météore fond et se déforme, car la température dépasse les 1000 degrés. C'est ce qui explique ces empreintes de pouces qu'on ne trouve que sur les météorites. Ces petites bosses apparaissent quand la surface du météore est en fusion. C'est pourquoi les météorites, dont l'orientation est visible, ne sont pas seulement rares, mais très précieuses aux yeux des collectionneurs qui s'intéressent à leur aspect sculptural. Ce qui leur arrive pendant qu'elles traversent l'atmosphère ne se retrouve jamais sur une roche terrestre. Une roche terrestre n'aura jamais cet aspect. C'est leur traversée brûlante de l'atmosphère et la fusion qui en résulte qui crée ce qu'on pourrait décrire comme une sculpture extraterrestre. En dépit de leur attrait physique, ces sculptures de l'espace n'atteignent pas la valeur de leurs cousines martiennes ou même lunaires. Les morceaux de la Lune arrivent en deuxième position en termes de rareté et de valeur. Les cratères d'impact lunaire ont aussi fait office de base de lancement. Certains cratères sont énormes. Les impacts ont dû propulser énormément de débris lunaires dans l'espace. Et de temps à autre, un petit morceau arrive jusqu'ici. La plupart des météorites sont en fait issues de la ceinture d'astéroïdes. Nous ne pouvons pas nous rendre physiquement dans la ceinture d'astéroïdes. Donc, les météorites nous offrent la chance de pouvoir étudier la composition d'autres mondes de notre système solaire. Certains sites sont encore riches de météorites. On creuse notamment beaucoup à Brenham, au Kansas. Nous nous trouvons dans le champ d'éparpillement de Brenham. Il y a entre 2 et 10 000 ans, un météore géant a explosé alors qu'il arrivait de l'ouest-nord-ouest. Il s'est pulvérisé en morceaux qui se sont éparpillés partout sur le terrain de cette ferme. On a vraiment trouvé beaucoup de météorites dans ce champ précis où nous sommes. C'est excitant d'être ici. On sait que des météorites sont tombées ici. En reste-t-il? C'est ce que nous sommes venus découvrir. À ce jour, 3,5 tonnes de météorites, éléments de notre système solaire, ont été extraites de ces champs, y compris celle découverte par Steve Arnold, une météorite palasite de 650 kg, la plus grosse du monde. Ces météorites sont composées de pierres, de fer et contiennent des cristaux d'olivine. Les palasites sont rares, précieuses et difficiles à trouver. Comme des fermiers retournant un champ, Geoffrey et Steve doivent inspecter chaque parcelle du terrain. Manquer une zone, c'est peut-être manquer une météorite.
Bien. On va localiser l'objet, voir ce que c'est. Creuser n'est jamais facile, mais une poussée d'adrénaline accompagne la chasse. La possibilité d'avoir sous les pieds une météorite valant des dizaines de milliers de dollars diminue un peu les douleurs lombaires pour le chasseur qui creuse. Par contre, ça ne diminue pas la déception de trouver une fausse météorite, comme cette roue pleine de rouille. C'est la plus belle de nos fausses météorites, à vrai dire. C'est clair. Elle ne vaut rien, bien sûr. La chasse se poursuit dans un champ 3 km au sud. Eh bien, ça a l'air excitant de chasser les météorites. Cette fois, l'excitation est légitime. Ils ont trouvé quelque chose dont la forme et le contenu métallique suggèrent qu'il s'agit bien d'une météorite. Vise-moi ça. Ça m'a l'air d'être un beau morceau. Je l'ai. Regarde. Félicitations. Félicitations. Oui. Elle est enterrée là depuis peut-être 5, 10, 15 000 ans, dans l'attente d'être enfin mise au jour. La forme classique de la météorite, sa face aplatie par la chaleur dégagée lors de son entrée dans l'atmosphère terrestre, et son poids, près de 20 kg, pourrait en faire une découverte de premier ordre. 20, 25 000 dollars peut-être. Quand une météorite arrive ici, non seulement elle a survécu à un embrasement inouï à travers notre atmosphère, mais c'est un peu de l'histoire d'un monde depuis longtemps disparu que nous ne verrons jamais ou nous n'irons jamais. On apprend beaucoup sur le cosmos qui nous entoure en étudiant les météorites. Certaines météorites survivent à leur voyage dans le système solaire pour nous faire rêver à d'autres mondes. Quelle sorte de preuve pourrait se cacher dans ces roches venues de l'espace? Est-ce la preuve d'une vie extraterrestre? La vie. Nous en recherchons des signes dans notre système solaire. Nous interrogeons sans relâche ses origines sur Terre, mais d'où vient vraiment la vie? Pas seulement les premiers organismes vivants, mais les éléments constitutifs qui ont permis l'évolution de la vie. Les collisions cosmiques pourraient bien être la clé de la diffusion des graines de vie à travers notre système solaire et l'univers. La vie sur Terre s'est constituée il y a entre 3,5 et 3,8 milliards d'années. Au moment où le chaos du grand bombardement tardif commençait à s'apaiser et où les conditions ont permis la formation de l'eau, des astéroïdes et des comètes ont traversé le système solaire et se sont écrasés. Ces objets célestes pourraient avoir beaucoup de choses à nous dire sur le moment et le lieu où la vie s'est constituée. En effet, les molécules organiques qui sont les éléments constitutifs de la vie sur Terre dérivent aussi dans l'espace, dans les noyaux des comètes et à la surface des astéroïdes. Nous sommes constitués du même matériau que notre environnement. Et je dirais même plus, nous sommes constitués du matériau issu d'étoiles devenues lourdes, qui, quand elles explosent et deviennent des supernovas, se dispersent partout dans l'espace. Certains fragments nous arrivent sous la forme de comètes, qui ensuite deviennent nous, des hommes. Donc en un sens, nous sommes faits d'étoiles et de comètes. Ceci au sens propre. Par exemple, le fer que contient notre sang s'est formé pendant la mort d'étoiles voici plusieurs millions d'années. Dans les dernières phases de la vie d'une étoile, après que le processus de fusion a consommé l'hydrogène et l'hélium qu'elle contenait, il produit du fer. Ce fer est distribué à travers l'espace lorsque l'étoile meurt et explose. Ce système de distribution projette les éléments constitutifs de la vie dans notre galaxie et au-delà. Aussi, quand on regarde le ciel étoilé, on est en droit de se demander si la vie existe ailleurs. Étonnamment, les collisions dans notre système solaire apportent parfois la recherche de vie extraterrestre directement à la surface de la Terre. En 1984, en Antarctique, des chasseurs de météorites ont découvert une roche étrange qui a déclenché une forte controverse quant à la possibilité de la vie sur Mars.
Elle n'était qu'un morceau de roche à la surface de Mars, qui vaquait joyeusement à ses occupations, quand un autre météore plus grand a percuté la planète Mars et donné une impulsion suffisante à la roche pour la libérer de la pesanteur martienne, l'envoyer dans le système solaire, où elle a vadrouillé pendant un moment, avant de rencontrer le puits gravitationnel de la Terre et de tomber sur notre planète. On lui a donné le nom de ALH 84001, et il s'agit peut-être de la météorite la plus importante jamais découverte. Today, Rock 84001 speaks of the possibility of life. The simplest explanation to us is Martian life. Elle contenait effectivement des traces de composés carbonés. L'examen au microscope a montré des structures évoquant une forme de vie simple. On en a donc conclu que cette météorite contenait la preuve de la vie sur Mars. ALH 84001 semblait contenir des fossiles microscopiques d'une ancienne bactérie martienne. On avait 4 séries d'indices. La présence du minerai lui-même, la présence de petits grains de minerai de fer qu'on appelle magnétite et qui sont présents dans les bactéries terrestres, la présence des fossiles et la présence de composés carbonés qui, sur Terre, indiquent un processus de vie. Pris ensemble, ces 4 séries d'indices ont mené à l'hypothèse que la vie avait existé sur Mars. Ces découvertes ont engendré à la fois l'espoir et des discussions virulentes. Est-il possible qu'une collision passée ait déposé la première preuve de vie extraterrestre juste sous notre nez? Cette conclusion a été très controversée et la majorité des scientifiques la considèrent comme erronée. Mais cette météorite a soulevé un intérêt 1000 fois supérieur à ce qui se serait passé avec une météorite ordinaire. Des scientifiques ont suggéré que les molécules organiques contenues dans la météorite étaient le résultat d'une contamination par la glace de l'Antarctique, ou bien que leur formation ne relevait pas d'un processus biologique. En dépit de ce contretemps, la recherche d'une vie extraterrestre continue. Là où la vie peut advenir, elle advient. La vie existe sur Terre dans des environnements très isolés, là où règnent des conditions extrêmes. La vie semble être une propriété de l'univers très résistante. Les comètes et les astéroïdes contiennent les ingrédients nécessaires à la formation de la vie, suggérant ainsi que le système solaire est riche de ce potentiel de vie. La vie a-t-elle pu être semée dans le système solaire par ces objets célestes? Ces impacts avec les planètes ont-ils pu projeter dans l'espace les ingrédients nécessaires à la vie qui aurait germé sur une autre planète? Pourquoi pas? Nous savons que ces impacts se produisent tout le temps et qu'ils sont à la fois une bénédiction et une malédiction. Ce type d'impact peut-il être le facteur limitant ultime? Peut-être que sur certaines planètes, l'évolution permet l'existence de civilisations intelligentes qui s'apprêtent à construire des engins spatiaux pour aller parcourir le reste de l'univers. Et tout à coup, pouf, un astéroïde arrive au mauvais moment. Nous ignorons quelle est réellement l'évolution du système. Les collisions ont bâti les planètes, et elles continuent de nous renseigner sur le système solaire. Mais de temps à autre, un de leurs coups menace la vie.